Déployer sa stratégie d'entreprise. J'ai bien réfléchi sur le plan d'action, sur l'idée, sur le marché, sur le financement, et puis maintenant, on y va. La stratégie de l'entreprise doit être capable de trouver le bon marché, la bonne stratégie, le bon financement, la bonne équipe, la bonne organisation. Finalement, c'est l'ensemble des points dont on a parlé. Et maintenant, il faut mettre tout ça en musique. Et puis, de fixer surtout les objectifs. Quel est le chiffre d'affaires, le nombre de clients, les produits, les services, et quelle est la vision du futur que je veux avoir, à la fois pour l'entreprise, mais également pour moi en tant qu'entrepreneur. Vous avez bien vu en fait dès le début, dans ce programme de formation, il y a toujours un mix entre la vie pro et la vie perso. Et même dans la vision stratégique, c'est important de se dire qu'est-ce que moi en tant qu'entrepreneur, je veux faire à 3 ans, à 5 ans. Même si la stratégie peut changer, mais l'intérêt c'est de donner des objectifs, à la fois pour les produits pour l'entreprise, mais également pour moi en tant qu'entrepreneur. Le bon marché. Finalement, on cherchera toujours à viser un marché important. C'est le même effort d'aller attaquer un gros marché qu'un petit marché, tout comme c'est le même effort d'aller attaquer un gros client qu'un petit client. Et donc, tant qu'à faire, essayez de viser des marchés dans lesquels vous avez un vrai potentiel de croissance, ce qui vous permettra d'avoir une stratégie qui est ambitieuse. Pour vous donner quelques exemples, dans des marchés qui sont importants, des fois il est intéressant de voir des marchés qui sont en changement. Quand vous faites la comparaison il y a quelques années entre la naissance du e-commerce par rapport au commerce traditionnel, ceux qui ont eu très tôt cette conviction du e-commerce voient bien qu'aujourd'hui le e-commerce est quelque chose de réel. Donc en tant qu'entrepreneur, des fois c'est intéressant et utile d'avoir une véritable vision. Vous avez décidé de lancer l'entreprise parce que vous avez senti qu'il y a un marché qui est en rupture, il y a une innovation, il y a quelque chose à faire, il y a une opportunité. Visez un marché en rupture. Le marché taxi, Uber. Le marché de la presse, c'est ce que nous avons fait avec Reworld Media. Et toujours pareil, c'est d'être capable de se dire, lorsqu'un marché change, bouge, ou peut-être même arrive dans une phase de déclin, eh bien finalement l'entrepreneur va y voir une opportunité. Et là où certains y voient une crise, d'autres vont y voir des opportunités. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes là pour voir des opportunités et de vous dire toujours, s'il y a un problème, alors c'est une opportunité pour moi de me lancer. Ne pas être trop innovant par contre. Il faut arriver sur un marché au bon timing. Juste au bon timing, peut-être juste un tout petit peu avant. Ne pas être trop innovant au risque d'éduquer un marché et de ne jamais le gagner. Tout le monde connaît Facebook, personne ou plus personne ne connaît MySpace. Tout le monde connaît Google et personne ne connaît Ask. Certains entrepreneurs ont eu raison trop tôt. L'intérêt, encore une fois, c'est de bien suivre le marché et d'arriver avec un produit ou un service qui soit au bon timing, ne jamais être trop innovant, juste ce qu'il faut. La bonne stratégie. On a souvent parlé de stratégie. Alors, on va pouvoir ajouter maintenant une autre dimension. La stratégie de la croissance interne, mais aussi de la croissance externe. L'entrepreneur qui démarre, il a sa croissance interne, il va trouver des produits, il va être capable d'aller chercher des clients, il va embaucher des collaborateurs et client après client, nouveau produit après nouveau produit, nous allons faire grandir l'entreprise. Et puis, dans certains cas de figure, l'entreprise se dit mais finalement je pourrais grandir plus vite et peut-être aller racheter une autre entreprise, un concurrent, pourquoi pas. Donc la bonne stratégie, finalement c'est un mix des deux, mais ce n'est pas obligatoire. La croissance interne, c'est de donner une vision stratégique, ce dont on a déjà parlé, aux équipes, où nous allons, comment allons-nous le faire, d'identifier et de piloter les innovations, pas trop tôt, juste ce qu'il faut, les petits plus et pas les grandes idées, d'identifier et de lancer les relais de croissance. Quelle est la diversification que je peux faire après mon premier produit? Quel est le deuxième produit ou le deuxième service? Et la façon de grandir dans une entreprise, c'est aussi de trouver des relais de croissance ou des relais de diversification. Grandir avec le même client, pas utile. On va chercher à trouver un deuxième, un troisième, un quatrième client. Grandir avec les mêmes produits. Là aussi, on va chercher à étoffer l'offre produit. L'intérêt de grandir dans une entreprise, c'est de grandir à tous les niveaux. Le nombre de collaborateurs, le nombre de produits, le nombre de clients. Organiser l'entreprise ensuite pour digérer cette croissance. Une croissance, ça peut aussi être un problème. Grandir trop vite. Certaines entreprises peuvent mourir de trop de clients ou trop de produits parce qu'elles auront mal su financer. Donc il faut être extrêmement prudent. Une entreprise peut aussi mourir parce qu'elle n'aura pas su gérer une phase d'hypercroissance. D'où l'intérêt de bien planifier et de bien anticiper l'ensemble des choses que vous allez faire en entreprise. Encore une fois, on a parlé de reporting, un objectif, un reporting qui permet de mesurer où est-ce que j'en suis. La culture des marges, la culture de la récurrence, la culture des clients. Organiser l'entreprise pour digérer la croissance, au final, ça veut dire d'avoir probablement un peu une surcapacité de management, trop de personnes capables d'encaisser les crises de croissance et de garder cette culture entrepreneuriale, cette culture de l'échec, etc. Ceux qui maîtrisent bien cette phase de croissance externe, avec plus de produits, plus de services, vont pouvoir faire en sorte que l'entreprise se développe
de façon très intéressante. Et puis, dans certains cas de figure, ce n'est pas du tout obligatoire, vous allez également pouvoir faire de la croissance externe. Peut-être pas au démarrage, je dirais plutôt dans quelques années, une fois que l'entreprise aura déjà atteint une certaine taille et que vous aurez une véritable légitimité sur ce marché. Soit parce que vous avez envie de grandir plus vite et vous allez commencer à regarder à faire des croissances externes, à acheter des partenaires, des concurrents, ou soit parce que vous êtes dans un marché qui est en train de se concentrer et finalement si le marché se concentre, il vaut mieux être le plus gros qui concentre les autres plutôt que de se faire racheter ou du moins concentrer par les autres. Donc cette croissance externe, pas obligatoire encore une fois dans la stratégie d'entreprise, il s'agit de définir ce que l'on veut faire, de définir en fait des cibles potentielles que l'on pourrait racheter, des banques d'affaires, votre réseau, le même réseau qui vous a aidé à créer l'entreprise. C'est également le même réseau qui vous dira « Ah mais je connais quelqu'un qui fait le même métier que toi et qui pourrait être intéressé pour fusionner ou pour que tu le rachètes, enfin etc. » Négocier ensuite ces rachats, ces deals avec l'ensemble des différents intervenants, avec les vendeurs, mais également avec vos partenaires experts, le fameux l'avocat, le comptable, tous ces gens qui vous ont accompagné depuis le début, qui connaissent votre secteur et votre entreprise, pourront également vous aider pour analyser l'entreprise que vous voulez racheter avec les mêmes critères. Puisqu'ils sont capables de connaître vos business avec vos KPI, vos mesures de performance, ils pourront vous dire finalement telle entreprise, voilà les mesures de performance que je peux trouver par rapport à votre organisation ou vos mesures de performance. Donc ces partenaires vont également vous aider à négocier ces rachats. Et puis ensuite, le plus difficile dans les croissances externes, c'est l'intégration des équipes. Dites-vous dès le début en fait que ça ne marchera pas toujours et qu'une fois sur deux, ça n'a pas marché. D'où l'intérêt de faire probablement plusieurs opérations pour faire en sorte que ça soit vraiment un succès. Qu'est-ce qui va être difficile dans des rachats d'entreprise? C'est la culture entreprise, c'est le rapprochement des équipes. À chaque fois que vous allez toucher à cette culture entreprise qui est propre aux entrepreneurs, vous aurez toujours des frottements parce que la culture peut être différente, parce que l'entreprise que vous allez racheter a été fondée par un entrepreneur et le jour où il passera sous vous, quelque part parce que vous aurez racheté l'entreprise, il ne sera plus entrepreneur ou il décidera de quitter parce qu'il veut rester entrepreneur. C'est pas grave, c'est la vie normale de l'entrepreneur, mais vous devrez, vous, gérer sa stratégie, ses équipes, son histoire et d'essayer de l'intégrer dans votre culture d'entrepreneur et il y aura donc toujours des frottements. Mais, encore une fois, dans la stratégie de croissance, la croissance externe, c'est quelque chose de bien, qui n'est pas obligatoire. Le vrai point important, ça sera l'intégration des équipes et de la culture d'entreprise qui est toujours différente. Le bon financement, on a parlé tout à l'heure de trouver du financement pour créer l'entreprise. Donc, en fonction de votre stratégie, il faudra toujours trouver le bon financement avec les bons partenaires et les bons associés, tout en se disant qu'il ne faut pas trouver ou ne faut pas lever trop d'argent. Trop d'argent au début, ce n'est pas forcément bien. Je pense que c'est toujours intéressant, c'est d'être dans cette logique de dire essayons de financer la croissance par les clients, en se débrouillant, en faisant en sorte que l'entreprise génère de la marge et qu'elle se finance par son propre cash flow que l'on va générer. Et il y a un certain nombre de cas dans des opérations où vous allez pouvoir ouvrir avec des partenaires externes qui vont vous aider à financer la croissance de votre entreprise. Il faut anticiper ses besoins avec un reporting bien sûr qui va être très précis. Avoir toujours un petit peu trop permet d'absorber les chocs de croissance et les erreurs. Plus de latitude dans le pilotage de la croissance et la recherche de fonds. Je dois être capable de financer mes erreurs, où je vais perdre de l'argent. Je dois être capable également de financer des innovations. Et donc, je dois être capable de financer des choses qui n'avaient pas été prévues au début. De l'autre côté, j'ai trouvé initialement des associés capables de m'associer et de m'aider avec bienveillance dans ce projet. Et donc, je n'aurai pas besoin de refaire des recherches de fonds à chaque fois que j'ai une nouvelle idée ou que j'ai un nouveau projet. Mes associés sont là pour m'accompagner dans la croissance du projet. La bonne équipe, ça c'est fondamental. Chaque fois que nous avons parlé de création d'entreprise, l'entreprise, c'est avant tout une équipe. Ce sont les femmes et les hommes qui sont autour de vous qui créent la valeur de l'entreprise. L'entrepreneur, vous êtes peut-être celui qui a initié le projet, vous êtes peut-être le driver, vous êtes peut-être celui qui va donner la vision et l'énergie, mais en tout cas, la croissance de l'entreprise dépend vraiment des hommes et des femmes qui sont autour de vous. Donc la bonne équipe, c'est crucial. Recruter les meilleurs de chaque domaine, bien meilleurs que vous, savoir s'entourer, donner envie, de la vision, de l'ambition. C'est toujours plus intéressant pour des collaborateurs de rejoindre un projet ambitieux avec un entrepreneur. Quelquefois, ils vous diront il est un peu fou, mais au moins il est ambitieux, plutôt que de rejoindre un projet dans lequel vous dites il n'y a pas vraiment d'énergie, il n'y a pas vraiment de tempérament. Encore une fois, l'intérêt de l'entrepreneur, c'est d'être capable de communiquer sa vision avec dynamisme et de faire en sorte que cette énergie que vous mettez au service de vos collaborateurs et de vos clients, elle soit visible sur le marché. Visez une culture d'entrepreneur, tous actionnaires. N'hésitez pas à partager la richesse. Lorsque vous êtes entrepreneur, rien ne sert de vouloir garder toute la richesse pour vous. Si la finité d'un projet,
c'est de devenir le plus riche du cimetière, ce n'est pas vraiment un objectif. Donc essayez plutôt de partager la richesse dès le début. Apprenez à donner avant de recevoir et faire en sorte que vos collaborateurs qui sont clés d'entreprise soient également actionnaires à vos côtés. Il faut pousser ces cultures entrepreneuriales, partager les risques, partager les richesses et donc pousser également cette culture de l'échec et faire en sorte qu'à chaque innovation, bien sûr, il y aura des erreurs, mais cette culture de l'échec dont on a déjà parlé, on va pouvoir progresser de ces différentes erreurs, progresser de ces différents échecs et faire en sorte que l'entreprise, tous ensemble, puisse devenir un véritable succès. Il faut stimuler l'engagement, les idées, la prise de risque. Viser les grands enjeux et pas les petits détails. On fixe la stratégie, on la fait évoluer en fonction des résultats, en fonction de l'environnement. Et l'opérationnel se fait chemin faisant avec vos différentes équipes et nous allons pouvoir franchir les différentes étapes. Le rythme de travail, des horaires hors normes, un écosystème entrepreneurial, la place aux initiatives, ce rythme de travail, encore une fois, c'est le point important des équipes dans l'entreprise. Vous allez vivre une aventure passionnante mais qui va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. La bonne organisation. Lorsque vous êtes dans cette phase de croissance de l'entreprise, il faut à la fois être focalisé sur la croissance et la rentabilité, la culture de la marge, la culture de la récurrence, du client, ça c'est très important. Mais de l'autre côté, d'assurer l'organisation d'entreprise pour faire en sorte que l'organisation soit suffisamment organisée pour gérer cette croissance, mais pas trop pour ne pas freiner l'innovation. Donc, garder des cycles de décision très courts pour déléguer, pour responsabiliser, garder de l'agilité, de l'innovation et de la conviction, mais maintenir le cap sur la stratégie, les grands enjeux, les grands changements, les grandes actions. Et au quotidien, les petits plus, les clients, les opérationnels, et finalement faire en sorte que chaque étape que l'on franchit au quotidien soit au service de cette stratégie. Donc des process, mais pas trop, pour laisser place aux initiatives et encore une fois à cette culture de l'échec. La bonne organisation, c'est celle qui permet d'encaisser la croissance et de s'organiser pour pouvoir délivrer le service ou les produits aux clients, mais tout en laissant place aux initiatives et à la culture de l'échec. Si vous voulez progresser et innover, il faut absolument que la culture de l'échec soit au cœur de l'organisation. L'international, pourquoi pas? Ce n'est pas obligatoire. Souvent, l'entrepreneur se dit « j'ai envie de faire un projet avec une croissance incroyable, je veux me déployer dans plusieurs villes de France et puis très vite en fait dans les villes du monde entier ». Encore une fois, pourquoi pas, mais il faut s'assurer que la croissance à l'international ne soit pas une dispersion, mais que ce soit bien une diversification. Donc il ne faut pas y aller trop tôt. Attendez déjà d'avoir une assise nationale suffisamment forte avant de penser à la croissance internationale. Dans certains cas, ce sont des clients qui vont venir vous chercher en disant « j'ai vu votre produit, je souhaite l'acheter et donc pourquoi pas ». Mais l'international doit être bien géré et au bon moment. Visez, tant qu'à faire, une fois que vous avez décidé à l'international, les pays à fort potentiel, les grandes tendances, la Chine, l'Asie, le Brésil, la Russie, l'Inde, etc. Tout comme c'est le même travail d'aller chercher un gros client ou un petit, ça sera le même travail d'aller chercher un gros pays ou un petit. Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous allez pouvoir être en contact avec l'ensemble de vos clients dans le monde entier. Vous aurez la même facilité à délivrer un client dans un gros pays plutôt que dans un petit pays. Donc, le conseil, c'est si vous êtes convaincu et si c'est le bon timing de faire international, tant qu'à faire, cherchez à aller conquérir des marchés qui sont importants. La vision à 5 ans, pro et perso. Très important dans la stratégie de se dire mais où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je souhaite aller avec mon entreprise dans 3-5 ans? Et où est-ce que je souhaite être dans 3-5 ans à titre perso? C'est toujours bon de se fixer un gap, de se fixer un point à atteindre pour pouvoir chaque mois, dès que vous avez un peu de temps sur votre réflexion stratégique, ce fameux le week-end, le soir, pendant les vacances, etc., de se dire mais finalement, est-ce que je suis toujours cohérent par rapport à l'objectif initial que je m'étais fixé? La vision pro, c'est ce fameux plan à 3-5 ans. Et je vous dis 3-5 ans parce que ça ne sert à rien de faire un plan à 10 ans. Nous sommes dans des marchés qui évoluent tellement vite que déjà 3 ans, c'est déjà un bon timing. Donc la vision de 3-5 ans me semble cohérente aujourd'hui. Visez le bon timing. Un peu trop tôt, jamais trop tard. Méfiez-vous aussi des cycles qui sont devenus très rapides aujourd'hui. Regardez dans l'innovation, entre des entreprises qui se sont créées, du Peugeot, du Renault et un Tesla aujourd'hui, entre des IBM, Microsoft et du Google, Facebook aujourd'hui, les cycles de création d'entreprises sont extrêmement rapides aujourd'hui. C'est comme ça, il faut vivre avec. Ce qui veut dire que peu importe le marché sur lequel vous allez pousser des produits et des services, vous êtes face à des évolutions technologiques ou de marché extrêmement rapides. Toute entreprise, grâce ou à cause d'Internet, peu importe, peut être mondiale. Donc ça veut dire que si c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour vos concurrents qui sont dans tous les pays dans le monde. Tous les projets aujourd'hui
vous retrouverez un petit peu de technologie. Donc ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut venir faire des produits concurrents là où vous allez être fixé. Suivre les tendances de marché, des ruptures technologiques, le mobile, le téléphone portable, l'hydrogène, des changements sociétaux, l'impact, le RSE. Progresser avec ses clients. La croissance du chiffre d'affaires liée à la croissance de ses clients, c'est toujours plus facile. Vous démarrez votre entreprise en accompagnant des clients qui eux-mêmes sont dans des phases de croissance rapide, vous allez grandir tout simplement parce que le volume des commandes que le client va vous confier sera de plus en plus important. D'où l'importance de trouver ses clients et de faire en sorte que ces clients soient des clients récurrents. Culture de la marge, le client au centre de la stratégie. Grandir avec ses clients, c'est une bonne stratégie. Choisir des business models récurrents si possible. On a déjà parlé de ce point-là. La culture de la marge, la culture de la récurrence. Être capable de signer des contrats longs avec ses clients, c'est toujours plus intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de mieux vous organiser, de mieux planifier le travail, la production, de ne jamais connaître ou de moins connaître des ruptures de charge, de moins connaître des cycles avec des productions ou du chiffre d'affaires en croissance forte et du jour au lendemain avec un carnet de commandes qui s'effondre. Donc ça vous donne de la visibilité. Donc la culture de la marge et la culture de la récurrence, c'est aussi un point très important dans votre stratégie entreprise pour faire en sorte de planifier votre croissance de l'entreprise. Donc ça, ce sont quelques éléments de la vision pro de votre entreprise à 3-5 ans. La vision perso. Lorsque j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, je l'ai fait avec des convictions pour pouvoir prendre ma vie en main, pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, pour faire en sorte que les autres seront fiers de moi et que moi-même je puisse demain dire que je me suis accompli dans ce projet de création d'entreprise. Mais demain, dans 3-5 ans, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je me vois finalement? Est-ce que je souhaite encore être un manager opérationnel, rester aux commandes de mon entreprise? Ou est-ce que j'ai envie d'être un actionnaire actif, mais non plus vraiment patron opérationnel? Est-ce qu'au contraire, je souhaite passer la main et devenir un actionnaire non actif? Ou est-ce que je souhaite faire une transmission pour mes enfants? Finalement, ces sujets perso sont vraiment de l'ordre de votre décision et cela va dépendre de votre âge, de votre volonté, de votre dynamisme, de votre expertise et de votre vie privée. À tout âge, vous pouvez avoir envie d'entreprendre. À tout âge, vous pouvez avoir envie de changer de vie. À partir du moment où vous avez décidé un jour d'entreprendre, vous allez toujours avoir envie d'entreprendre. Peut-être la même entreprise, entreprendre dans la même entreprise, ou peut-être de créer d'autres projets. Mais ça doit rester votre décision. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut créer à 7 ans et on peut créer à 80 ans. La création d'entreprise, encore une fois, c'est avant tout une conviction de vouloir changer les choses et de créer un produit, un service. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de cette entreprise lorsque vous l'aurez créée? Si l'entreprise elle a été créée avec une bonne stratégie durable, avec des associés, managers, collaborateurs. Finalement, l'entreprise, elle peut très bien exister sans vous. Ça, c'est un point important. Créer une entreprise et se dire dès le début que l'entreprise pourra vivre sans moi. S'assurer que l'entreprise, si je le décide, ou si je ne le décide pas malheureusement, ce qui peut arriver des fois, l'entreprise pourra continuer de vivre, pourra continuer de grandir. Et ce sera mes équipes ou ma famille qui pourront demain assurer la croissance de l'entreprise. La transmission pour les enfants, c'est peut-être pas forcément un bon choix. Vous avez toujours beaucoup de cas autour de vous dans lesquels votre projet de création d'entreprise, c'était une décision extrêmement privée. C'est absolument pas la décision que voudront prendre vos enfants. Donc, est-ce qu'il faut leur imposer une obligation de continuer ce que vous avez voulu créer? Ça sera leur choix, je pense. Dans votre décision d'entrepreneur de pouvoir demain recréer une entreprise, peut-être qu'un jour vous direz j'ai atteint un certain niveau, j'estime que je me suis accompli dans mon métier d'entrepreneur et aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose. Peut-être un autre projet entrepreneurial ou peut-être des choses qui n'ont rien à voir. Ce qui est assez intéressant dans cette stratégie à 3-5 ans au niveau privé, c'est que l'entreprise vous donne la capacité, là aussi, une fois qu'elle a été créée, de changer les choses, de continuer ou de faire en sorte que l'entreprise continue sans vous. Et à ce moment-là, il faudra apprendre à sortir avec les honneurs et finalement à passer la main à des gens qui vont pouvoir continuer ce projet entrepreneurial. Vous continuerez à être le créateur d'entreprise, mais l'entreprise pourra continuer à vivre sans que vous soyez impliqué. Donc cette stratégie personnelle, elle ne dépend que de vous. Cette histoire passionnante des entrepreneurs, vous devez également la décider. Il y a un début et puis il n'y aura peut-être pas forcément une fin, mais il y aura un certain nombre d'étapes et ces étapes, vous de même, vous devez décider de ce que vous voulez faire pour les prochaines étapes de l'entreprise.